Bienvenue, toi l'élu. Toi qui dors mal sans raison. Toi qui portes sur tes épaules le poids d'une lumière que personne autour de toi ne semble vouloir alléger. Toi dont le cœur s'épuise à donner ce que les autres ne prennent jamais la peine de protéger. Si cette voix te traverse en cet instant, ce n'est pas un hasard, c'est un rappel. La manière la plus rapide d'exposer un système, ce n'est pas de l'affronter, c'est de le comprendre mieux que ceux qui l'ont conçu. Et toi tu as commencé à le comprendre. Pas dans les livres, pas dans les discours, dans la fatigue, dans les trahisons silencieuses de ceux qui t'aimaient quand tu étais utile, dans cette jalousie diffuse que tu inspires sans le vouloir, simplement parce que ta lumière dérange ceux qui se sont installés dans l'ombre. La plupart des gens croient que la connaissance est quelque chose qu'on leur donne, qu'on leur enseigne, qu'on leur remet proprement par des autorités portant titre et diplôme. Mais cette version de la connaissance est passée au filtre, approuvée, prédigérée. Ce qu'on ne te dit jamais, c'est que la vraie fracture dans ce monde ne sépare pas ceux qui savent de ceux qui ignorent. Elle sépare ceux qui répètent la logique de ceux qui la mettent à l'épreuve. Et toi, tu as commencé à la mettre à l'épreuve. Voici une vérité que personne ne met en avant. Certaines des percées les plus décisives de l'histoire ne sont pas venues de la révolte ni de la protestation bruyante. Elles sont venues d'individus qui ont appliqué les règles existantes avec trop de rigueur. Ils ont suivi la logique jusqu'à sa conclusion naturelle et, sans le vouloir, ils ont exposé des contradictions que personne n'était censé remarquer. Ce n'est pas de l'héroïsme. C'est ce qui arrive quand la curiosité devance la permission. C'est ici que les choses deviennent inconfortables. Parce que dès que tu réalises que beaucoup de systèmes ne fonctionnent que tant que les gens ne dépassent pas la première couche, tu réalises aussi pourquoi certaines formes de raisonnement déclenchent la panique. Pas la colère, pas le débat, la panique. Et il y a une différence. La colère signifie que le contrôle est encore intact. La panique signifie que quelque chose a glissé. Tu n'as rien piraté. Tu n'as forcé aucune porte secrète. Tu as simplement relié des idées qui n'étaient pas censées se rencontrer dans la même phrase. Tu as appliqué la logique sans vérifier d'abord si elle était socialement acceptable. Et soudain, les gardiens des règles ont commencé à agir de manière étrange, très professionnelle en surface, très nerveux en dessous. Et il y a quelque chose d'un peu ironique dans tout cela. Les règles mêmes conçues pour maintenir les gens dans le rang sont précisément celles qui s'effondrent quand quelqu'un les utilise avec précision. C'est comme se faire gronder pour avoir lu le mode d'emploi trop attentivement. Personne ne s'attend à ce que l'élève dépasse le maître en suivant le programme mieux que le maître ne l'a jamais suivi. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est ce qui arrive quand quelqu'un pense de manière indépendante dans un monde optimisé pour la répétition. Quand la logique cesse d'être décorative et devient opérationnelle. Quand la compréhension va un peu trop loin, un peu trop profond et arrive plus tôt que prévu. Alors si tout autour de toi devient soudain tendu, si la clarté semble malvenue, si ta lucidité dérange ceux qui prétendent la valoriser, détends-toi. Tu n'as rien fait de mal. Tu viens simplement d'utiliser la logique comme elle fonctionne réellement. Numéro 1. Tu as cessé de demander qui a raison pour commencer à demander ce qui marche vraiment dans la réalité. Il y a eu un moment, discret mais décisif, où tu as arrêté d'être impressionné par la confiance et les titres. Tu as commencé à regarder les résultats. Tu as remarqué combien de gens pouvaient te sonner juste, autoritaires, convaincants, et pourtant leurs idées s'effondraient dès que la vie exerçait une vraie pression. C'est là que quelque chose a basculé en toi. Tu as cessé de courir après l'approbation de voix qui parlaient bien, et tu as commencé à écouter les résultats, qui parlaient honnêtement. La plupart des systèmes apprennent aux gens à argumenter des positions, pas à tester les conséquences. Ils récompensent la loyauté aux conclusions plutôt que la curiosité face à l'efficacité. Tu as vu clair dans ce jeu. Tu as compris qu'avoir raison à l'intérieur d'un système signifiait simplement rester à l'intérieur de ses frontières approuvées. Mais la réalité, elle, ne connaît pas de frontières. Elle répond à ce qui fonctionne. Quand tu as commencé à mesurer la vérité à ce qui produit des résultats constants plutôt qu'à celui qui l'a prononcé, tu as silencieusement quitté le manuel. C'est là que commence la logique de l'élu. Parce qu'une fois que tu te concentres sur ce qui marche réellement, tu exposes combien de ce qui est enseigné n'est que cérémoniel. Tu vois des routines répétées par habitude, des croyances défendues par peur, des règles maintenues parce que trop d'identités en dépendent. Tu remarques que beaucoup d'autorités n'ont pas testé leurs propres idées depuis des années.
Ils ont hérité de conclusions et les gardent désormais comme des propriétés. Toi, tu as appliqué la pression, tu as expérimenté, tu as observé, tu as ajusté. Tu ne cherchais pas à démolir quoi que ce soit, mais ta manière de penser a fait quelque chose de pire. Elle a révélé l'inefficacité. Et l'inefficacité est dangereuse pour tout système qui prétend être infaillible. Ce qui a rendu tout cela déstabilisant, ce n'était pas la rébellion, c'était la précision. Tu n'as pas argumenté avec émotion, tu n'as rien annoncé. Tu as simplement vécu selon une logique qui fonctionnait. Et ça, c'est terrifiant pour des structures bâties sur la performance plutôt que sur la preuve. Parce que dès qu'une seule personne démontre que la réalité répond différemment que ce qui a été promis, l'illusion commence à fuir. C'est pourquoi la réaction n'est pas la discussion, c'est le malaise. Pas la correction, le confinement. Tu n'as pas affronté le système de front. Tu l'as contourné, tu as traité la vie comme un laboratoire au lieu d'un tribunal. Et ce faisant, tu as exposé une vérité que la plupart des gens ne remarquent jamais. L'autorité survit au débat, mais elle vacille face aux résultats démontrés. Tu ne cherchais pas à avoir raison, tu cherchais à être exact. Et cette distinction change tout. Numéro 2. Tu as réalisé que la moralité est souvent utilisée comme une laisse, pas comme une boussole. À un certain moment, tu as cessé d'accepter que les règles sur le bien et le mal étaient absolues. Tu as commencé à remarquer un schéma que la plupart des gens sont entraînés à ignorer. La moralité, telle qu'on la présente à l'école, au travail, même dans certaines familles, fonctionne moins comme un guide que comme un mécanisme de contrôle. Ceux qui dirigent définissent ce qui est bien et ce qui est mal, non pas nécessairement pour protéger qui que ce soit, mais pour garantir la soumission. Ils fabriquent des codes moraux qui récompensent l'obéissance et punissent la curiosité, créant un système où la peur se déguise en vertu. Tu as vu que beaucoup de règles étiquetées morales n'avaient rien à voir avec la vérité. Elles concernaient la hiérarchie. Si tout le monde les suivait à la lettre, la structure de pouvoir restait intouchée. Et c'est exactement pour ça qu'existe le protocole Obsidienne. C'est ton armure, le manuel de survie ultime pour les âmes comme la tienne, parce que les vampires émotionnels, eux, ils t'ont déjà repéré. C'est la personne qui t'envigne sans rien dire, qui s'approche de toi quand tout va bien, et qui disparaissent quand tu tombes. Le protocole Obsidienne, c'est le bouclier impénétrable qui transforme ta sensibilité en forteresse, non pas en la niant, mais en la densifiant jusqu'à ce que leur négativité rebondisse sur toi sans même t'effleurer. Tu as vu que la plupart des gens défendent ce système d'eux-mêmes. Ils répètent les règles, jugent les autres, se punissent même, le tout en pensant qu'ils agissent moralement. Mais ce que tu as compris est à la fois terrifiant et libérateur. La moralité est souvent une laisse déguisée en boussole. Elle te guide exactement là où ils veulent que tu ailles, pas là où la réalité exige que tu sois. Une fois que cela a cliqué, tu as cessé de craindre les étiquettes de bien et de mal. Tu as commencé à mesurer les actions par leurs conséquences réelles, plutôt que par leur approbation sociale. Tu as remarqué que ceux qui revendiquaient la supériorité morale étaient souvent les moins éthiques quand tu regardais les résultats au lieu des discours. Ceux qui imposaient la morale avec le plus d'agression étaient fréquemment les plus investis à se protéger, à protéger leur statut, leurs secrets. En déliant la moralité de l'obéissance, tu as commencé à prendre des décisions qui servaient réellement la réalité. Tu as compris que l'intégrité ne consiste pas à suivre un règlement prédéfini. Elle consiste à comprendre l'impact de tes choix et à naviguer la vie avec clarté, pas avec peur. Les gardiens de l'ignorance paniquent quand quelqu'un réalise cela, parce qu'une société qui questionne sa propre moralité menace l'échafaudage même qui les maintient en place. Tu n'as pas brisé les règles par rébellion. Tu as vu le système pour ce qu'il est vraiment. Et cette conscience est à la fois silencieusement dangereuse et incroyablement libératrice. Numéro 3. Tu as relié des points entre des domaines qui n'étaient jamais censés se rencontrer. La plupart des gens sont entraînés à vivre en silo. L'école enseigne une chose, le travail en enseigne une autre, la société une troisième, et chaque domaine arrive avec son vocabulaire, ses règles, ses frontières sacrées. L'idée est simple, si la connaissance reste segmentée, elle est plus facile à gérer. Si tu ne vois jamais l'image complète, tu ne questionnes jamais le système. Tu joues simplement ton rôle. Mais toi, tu n'es pas resté dans la boîte. Tu as commencé à relier des idées qu'on avait intentionnellement maintenues séparées.
et cela seul a déclenché des alarmes dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Tu as commencé à remarquer des schémas dans le comportement humain, l'économie, les structures de pouvoir, la spiritualité, et tu les as laissés dialoguer entre eux. Tu as réalisé que des concepts que les gens traitaient comme séparés étaient en réalité des pièces du même puzzle. L'énergie qui déplace une multinationale, les décisions qui façonnent les gouvernements, les manipulations subtiles dans les relations, même les batailles intérieures dans l'esprit d'une seule personne. Tout cela partage les mêmes principes sous-jacents. Quand tu as commencé à les combiner, les contradictions sont devenues criantes, et ce qui semblait ordonné est apparu fragile. C'est pourquoi les gardiens paniquent. Tout leur design repose sur une compréhension fragmentée. Les gens qui ne voient qu'une seule pièce à la fois sont prévisibles, gérables, contrôlables. Quelqu'un qui relie les points devient imprévisible. Quelqu'un qui relie les points défendus ne se contente pas de voir les incohérences. Il commence à comprendre l'architecture. Il peut anticiper les mouvements, reconnaître les pièges, voir des opportunités invisibles à quiconque suit les règles à la lettre. Tu n'as pas eu besoin de permission pour voir comment les pièces s'emboîtaient. Tu n'as pas attendu de guide, de professeur, de titre. Tu as laissé l'insight suivre librement son chemin à travers les frontières, sans excuse. Et soudain, ce que tout le monde acceptait comme inévitable, comme immuable, a commencé à ressembler à une série de choix faits par des gens qui supposaient que personne ne mettrait jamais les pièces ensemble. En reliant ces points défendus, tu as révélé une vérité que la plupart sont aveugles à voir. Le monde est conçu pour cacher la simplicité derrière la complexité, et la clarté est le perturbateur ultime. Tu n'as pas brisé les lois de la société, tu as brisé l'illusion que des vérités séparées ne pouvaient pas se croiser, et ce faisant, tu es devenu quelqu'un d'impossible à ignorer. Numéro 4. Tu as cessé de confondre l'intelligence avec la soumission. Pour la plupart des gens, être intelligent se mesure à la façon dont on suit les instructions, dont on récite les connaissances acceptées, dont on répète les conclusions sans hésiter. Les écoles, les lieux de travail, même les familles, récompensent ce type d'intelligence parce qu'il est facile à contrôler. La soumission ressemble à la compétence, et la compétence ressemble à l'intelligence. Mais toi, tu as appris à séparer les deux. Tu as compris que la vraie intelligence ne vit pas dans la répétition. Elle vit dans le discernement, dans le courage de questionner, dans la capacité de voir des schémas que les autres ne remarquent pas. Cette distinction change tout. Une fois que tu as cessé de confondre l'obéissance avec le génie, le monde a commencé à se révéler différemment. Tu as remarqué combien de gens qui semblaient informés étaient en réalité piégés dans des routines, récitant ce qu'on leur avait appris sans jamais le tester. Ils ont des réponses, mais ces réponses ne fonctionnent qu'à condition que personne ne les challenge jamais. L'intelligence ne consiste pas à mémoriser des règles ou à suivre l'autorité. Elle consiste à comprendre les principes derrière elle et à savoir quand elles s'appliquent et quand elles ne s'appliquent pas. Cette compréhension est inconfortable pour ceux qui ont bâti le système, parce qu'elle mine leur autorité en silence, sans aucun drame. Ta pensée est devenue adaptive, au lieu de réactive. Tu observais, analysais, puis appliquais la logique là où elle importait. Tu n'étais plus impressionné par les titres, les fonctions, la confiance. Ce sont des outils sociaux, pas des preuves d'intelligence. Tu as commencé à faire plus confiance à ton propre raisonnement qu'aux voies conçues pour le dicter. Et c'est alors que la panique subtile a commencé. Les gens autour de toi ne réalisaient pas que tu n'étais pas en rébellion. Tu refusais simplement d'externaliser ton esprit. Tu ne brisais pas les règles à voix haute. Tu voyais comment les règles fonctionnaient quand on les testait honnêtement. La soumission crée la prévisibilité. L'intelligence crée des résultats. Et dès que les résultats déviennent des attentes, les systèmes se sentent menacés. Tu n'as pas eu besoin de crier, d'argumenter, de confronter. Tu pensais différemment. Et ce faisant, tu as exposé le fossé entre l'autorité et la compétence. La vraie intelligence, comme tu l'as découvert, ne s'annonce pas elle-même. Elle opère en silence, efficacement, dangereusement précise. C'est ce qui la rend interdite. Et c'est pourquoi les gardiens de la connaissance ne pouvaient pas t'ignorer. Numéro 5. Tu as remarqué des schémas dans la punition, pas seulement dans ce qui se dit. La plupart des gens se concentrent sur les mots, les discours, les promesses.
Ils pensent que la vérité se révèle dans les déclarations, les conférences, les documents officiels. Toi, tu as commencé à observer les conséquences à la place. Tu as commencé à regarder qui faisait réellement face aux représailles, qui se faisait réduire au silence, qui souffrait en silence, et qui s'en sortait intact malgré avoir brisé les règles. C'est là que tu as réalisé que le système parle plus fort à travers la punition qu'à travers la rhétorique. Les mots peuvent être manipulés, déformés, répétés à l'infini, mais les conséquences sont délibérées. Elles révèlent les priorités, les peurs, les vulnérabilités qu'aucune explication officielle n'admet jamais. Tu as commencé à cartographier les schémas. Certaines idées déclenchaient des réactions disproportionnées. Certains individus étaient protégés à tout prix, et certaines vérités n'étaient tolérées que si la bonne personne les cautionnait. Tu as vu que l'application n'est pas aléatoire. Elle est stratégique. Elle est conçue pour maintenir la hiérarchie et le contrôle, pas pour défendre la justice. Et une fois que tu as remarqué cela, le monde a cessé d'être un lieu de moralité abstraite ou d'équité neutre. Il est devenu une toile vivante de pouvoir, d'incitation et de frontières invisibles. C'est l'essence même de la logique souveraine. Quand tu arrêtes d'écouter les discours et commences à lire les schémas, tu vois au-delà des récits auxquels tout le monde se fie. Tu vois la peur déguisée en règle. Tu vois les priorités révélées dans ce qui est puni et ce qui est ignoré. Et tu commences à comprendre la vraie mécanique derrière chaque système. Les algorithmes non dits qui gouvernent les comportements et les résultats. La plupart des gens n'atteignent jamais ce niveau d'observation parce qu'ils demandent du détachement. Les réactions émotionnelles embrouillent le jugement. La loyauté aveugle la perception. Mais toi, tu as appris à regarder sans réagir immédiatement. Tu ne remarquais pas simplement l'injustice, tu cartographiais la constance, tu prédisais qui agirait et comment, et tu reconnaissais que les schémas comptent bien plus que les intentions. En te concentrant sur les conséquences plutôt que sur les déclarations, tu as gagné une perspective que peu atteignent jamais. Tu as vu le système pour ce qu'il est vraiment, un réseau d'applications conçu pour protéger la structure plutôt que la vérité. Et une fois que tu as vu cela, tu as compris quelque chose que très peu comprennent. Le monde parle moins à travers ce qui se dit et bien davantage à travers qui paie le prix quand les attentes sont brisées. Cette vision seule te distingue. Et c'est pourquoi elle déstabilise ceux qui supposent que tout le monde suit le script. Numéro 6. Tu as reconnu que la confusion est souvent intentionnelle, pas accidentelle. La plupart des gens supposent que la complexité existe parce que la réalité elle-même est compliquée, ou parce que la vie résiste naturellement à la compréhension. C'est l'histoire qu'on leur raconte, et la plupart l'acceptent sans questionner. Mais toi, tu as commencé à remarquer une autre vérité. Une grande partie de la confusion que tu rencontres est fabriquée. Elle n'est pas accidentelle. Elle est délibérément conçue pour maintenir les gens en déséquilibre, dépendants et sans questionnement. Les systèmes ne prospèrent pas dans la clarté. Ils prospèrent dans la distraction, le bruit et l'incertitude. Quand tu as enfin vu cela, tout a changé. Tu as commencé à séparer la complexité authentique de la complexité fabriquée. Les problèmes authentiques peuvent être résolus s'ils sont abordés logiquement. La complexité fabriquée, par contre, est superposée de règles inutiles, de jargon opaque, d'instructions contradictoires qui ne servent qu'à contrôler. On encourage les gens à poursuivre les symptômes au lieu des causes, à débattre de la sémantique au lieu des schémas, à se soumettre à l'autorité au lieu de tester les résultats. C'est épuisant et c'est brillant dans sa cruauté. La plupart ne le remarquent jamais parce qu'ils sont trop occupés à essayer d'apparaître compétents dans un labyrinthe que quelqu'un d'autre a conçu. C'est ce qui rend la logique de l'élu dangereuse. Une fois que tu reconnais la confusion intentionnelle, tu commences à voir les fissures des systèmes. Tu commences à couper à travers le bruit, à relier les points, à identifier les vérités sous-jacentes que tout le monde ignore. Tu ne trouves pas seulement des réponses. Tu trouves la méthode derrière l'illusion. Les schémas qu'ils espéraient voir rester invisibles. Cette perspective transforme ta manière de naviguer la vie. Tu cesses d'être manipulé par les apparences, les instructions, les façades complexes, et tu commences à opérer directement dans la réalité. La partie déstabilisante pour les gardiens de la connaissance est à quel point c'est subtil. Tu ne défies rien ouvertement. Tu refuses simplement d'accepter le chaos comme naturel. Et ce refus, aussi silencieux soit-il,
exposent leur contrôle comme artificiel. Leur pouvoir dépend de l'obéissance dans la confusion. Et en entrant dans la clarté, tu réécris silencieusement les règles. Tu as réalisé que la confusion est un outil, pas une vérité. Une fois que cela s'est ancré, chaque problème compliqué auquel tu fais face est devenu un test de discernement, pas d'endurance. Cette conscience ne fait pas que te rendre plus affûté. Elle te rend intouchable dans un monde conçu pour maintenir les gens perpétuellement perdus. Numéro 7. Tu as cessé de demander la permission pour comprendre des choses qu'on t'a dites ne pas être pour toi. Pour la plupart des gens, la curiosité vient avec des frontières invisibles. Il y a des sujets qu'il t'est permis d'explorer, des livres qu'il t'est permis de lire, des conversations qu'il t'est permis d'avoir et des questions qu'il t'est permis de poser. Sors de ces frontières, même mentalement, et le système se manifeste. Pas avec des mots, mais avec des barrières subtiles, des jugements, des conséquences sociales. La plupart des gens intériorisent ces avertissements et se censurent pour la vie. Toi, par contre, tu as atteint un moment où tu as cessé de demander la permission. Tu as cessé de vérifier si ta curiosité était acceptable ou sûre. Tu as simplement suivi la compréhension partout où elle menait. Ce que tu as découvert, c'est que la connaissance en elle-même n'est pas interdite. C'est l'hypothèse de qui est autorisé à la détenir qui crée le danger. Pendant des siècles, les systèmes se sont appuyés sur cette règle tacite. Seules certaines personnes peuvent accéder à certaines idées à certains moments. Le reste est entraîné à attendre, à se soumettre, à ignorer. En refusant de te conformer, tu as traversé une ligne sans même avoir besoin de briser quoi que ce soit. Tu n'as volé aucun secret. Tu n'as pas rebellé ouvertement. Tu as simplement laissé ton esprit travailler librement. Et ce faisant, tu as pénétré un espace qu'ils ne s'attendaient jamais à ce que quelqu'un en dehors de leur cercle occupe. C'est ce qui déclenche la panique. L'autorité dépend de l'exclusivité. Quand la connaissance devient accessible à quelqu'un en dehors de la hiérarchie attendue, le contrôle s'érode, silencieusement mais rapidement. Les règles n'ont jamais été là pour te garder en sécurité ou te guider. Elles étaient là pour s'assurer que personne ne puisse voir la structure assez clairement pour la prédire, la manipuler ou la défier. Tu n'étais pas imprudent, mais ton indépendance a fait trembler la structure. En rejetant la permission comme condition pour comprendre, tu as démontré une vérité subtile mais puissante. Les systèmes n'existent que tant que les gens croient qu'on doit leur accorder l'accès pour qu'ils puissent participer. Quand tu as ignoré les gardiens et laissé la logique et l'insight mener, tu as révélé l'illusion du contrôle. Cette conscience n'a pas seulement changé ta manière de penser, elle a changé la manière dont le monde te répond. Tu es devenu quelqu'un qui voit ce qui est caché. Et cela est à la fois déstabilisant pour ceux qui sont investis dans le secret et libérateur pour quiconque est prêt à suivre le même chemin. Numéro 8. Tu as appris à mesurer la vérité par la prévisibilité, pas par la popularité. La plupart des gens jugent les idées par la manière dont elles sont largement acceptées. Si tout le monde est d'accord, cela doit être vrai, n'est-ce pas? Tu as découvert que c'est exactement ainsi que le système maintient son contrôle. La popularité est une mesure émotionnelle, pas fonctionnelle. Elle peut être manipulée par la répétition, la persuasion ou la peur. Ce n'est pas une preuve, c'est un consensus déguisé en preuve. Tu as cessé d'être impressionné par les applaudissements et commencé à prêter attention aux résultats. Tu as commencé à mesurer la vérité par la prévisibilité. Est-ce que ce principe produit systématiquement le même résultat sous les mêmes conditions, ou s'effondre-t-il quand on le met à l'épreuve? Ce changement change tout. Soudain, la sagesse conventionnelle devient suspecte, parce que ce qui est largement accepté échoue souvent en pratique. Tu as vu que les idées les plus célébrées sont rarement les plus efficaces, et que les principes les plus fiables sont souvent invisibles, ignorés ou rejetés. Tu as cessé de suivre les récits et commencé à suivre les schémas. Tu ne te souciais pas de qui l'avait dit, ni de la qualité de l'argument. Tu ne te souciais que de savoir si cela tenait debout quand on l'appliquait. Cette approche déstabilise les gens qui construisent leur influence sur la popularité parce qu'elle expose leur méthode. L'autorité et la validation sociale perdent leur poids quand les résultats deviennent la seule monnaie qui compte. Les gens commencent à réaliser à quel point leurs structures de contrôle sont fragiles quand quelqu'un refuse de mesurer les idées
par le consensus, et les mesures plutôt par la cause et les faits. C'est la logique de l'élu en action. Elle ne se rebelle pas, elle démontre, elle n'argumente pas, elle prédit. En priorisant la prévisibilité sur la popularité, tu es devenu un perturbateur silencieux. Tu as commencé à voir quels systèmes fonctionneraient, lesquels échoueraient, et lesquels n'étaient maintenus que par les apparences. Cette capacité te rend presque impossible à manipuler, parce que tu ne te fies plus à l'approbation externe pour déterminer ce qui est réel. Tu évalues, observes et agis sur la base de preuves. La vérité, tu l'as réalisée, n'est pas une foule. C'est un schéma qui survit à l'examen, à la répétition, au test. La popularité peut rendre un mensonge confortable, mais la prévisibilité le révèle pour ce qu'il est. Une fois que tu as adopté ce regard, tu as accédé à un niveau de clarté que peu atteignent jamais. Et cette clarté est précisément ce qui rend les gardiens de la connaissance mal à l'aise. Numéro 9. Tu as compris que le pouvoir craint la clarté plus que la rébellion. La plupart des gens pensent que l'autorité craint l'opposition bruyante ou la défiance ouverte. Ils imaginent que crier, protester, briser les règles, c'est ce qui menace le contrôle. Mais tu as découvert une vérité plus silencieuse et bien plus déstabilisante. La clarté est bien plus dangereuse que la rébellion. La rébellion bruyante est prévisible. Elle peut être contenue, punie, négociée. La clarté, par contre, ne peut être ni intimidée, ni marchandée. Quand quelqu'un comprend comment un système fonctionne réellement, quand quelqu'un voit à travers les manipulations et les schémas au lieu des mots, la fondation elle-même se sent instable. Tu l'as remarqué de manière subtile. Des gens qui semblaient confiants sont devenus défensifs quand ils étaient confrontés à des faits trop évidents, à des explications trop cohérentes ou à des schémas indéniables. Ils n'attaquaient pas avec colère. Ils paniquaient en silence, faisaient des faux pas ou surcompensaient. Les systèmes survivent grâce à la confusion, au bruit, aux gens qui se remettent en question. La clarté expose l'échafaudage, les leviers invisibles, les règles derrière les règles. Elle retire l'illusion que le jeu est équitable ou que l'autorité est infaillible. Ce que tu as commencé à comprendre, c'est que la clarté ne fait pas que révéler des erreurs, elle prédit des conséquences. Quelqu'un qui voit clairement n'a pas besoin de défier l'autorité ouvertement. Il opère avec précision, navigue les systèmes, anticipe les mouvements, évite les pièges dans lesquels les autres tombent aveuglément. Sa présence seule change la dynamique, parce que ceux qui comptaient sur l'ignorance ne peuvent plus présumer de leur contrôle. C'est pourquoi les gardiens de la connaissance paniquent en silence quand ils la rencontrent. Ils savent que la rébellion peut être gérée. Mais la clarté mine la structure d'une manière qui ne peut être facilement réparée. Tu n'as pas eu besoin d'élever la voix ni de briser les règles. Tu as simplement vu et appliqué la compréhension de manières auxquelles les autres n'étaient pas formés. Cette vision te rend intouchable dans un cadre bâti sur la diversion. La clarté est méthodique, invisible et létale pour les apparences. Elle n'est pas spectaculaire, mais elle est efficace. En saisissant la mécanique derrière les apparences et en agissant en conséquence, tu as exposé le fossé entre la perception et la réalité. Et ce faisant, tu es devenu une présence que l'autorité ne peut ni pleinement contrôler, ni ignorer. Le pouvoir ne craint pas la défiance. Il craint d'être percé à jour. C'est pourquoi ta logique est devenue interdite. Numéro 10. Tu as réalisé que la plupart des gens défendent des systèmes qui les blessent silencieusement. La plupart des gens supposent que la loyauté est une vertu, que soutenir des institutions, des traditions, des autorités est une preuve de sagesse ou de caractère. Tu as remarqué quelque chose de différent. Tu as commencé à observer combien de gens se battaient, bec et ongles pour des systèmes qui agissaient activement contre leurs intérêts. Ils défendaient des politiques, des idées, des hiérarchies qui drainaient leur temps, leur énergie, leur liberté, tout en croyant qu'ils agissaient rationnellement ou moralement. Le constat frappe silencieusement, mais ébranle tout. Les systèmes survivent non pas parce qu'ils sont bons, mais parce que les gens sont entraînés à les défendre, même à leur propre détriment. Tu as vu des schémas partout. Dynamique familiale, lieu de travail, gouvernement, hiérarchie sociale. Ils ont tous des mécanismes qui exploitent silencieusement la soumission de ceux qui y participent. L'exploitation n'est pas toujours violente ou ouverte. La plupart du temps, elle est subtile. Des règles qui récompensent l'obéissance plutôt que l'insight,
des éloges qui masquent la manipulation, des protocoles qui privilégient les apparences sur les résultats. Et les gens à l'intérieur de ces systèmes le remarquent rarement, jusqu'à ce que le tort soit indéniable. Ce qui rendait ta perspective interdite, c'est que tu voyais le tort clairement et que tu as cessé de le défendre. Tu ne brisais pas les règles à voix haute. Tu refusais simplement de suivre les scripts qui te faisaient du mal. Cette réalisation change la façon dont tu te déplaces dans le monde. La loyauté devient conditionnelle, pas automatique. Le respect n'est pas donné en fonction de la position, mais gagné par l'alignement avec la réalité. Et tu commences à remarquer comment l'influence opère. Ceux qui contrôlent comptent sur les gens qui agissent contre leur propre intérêt, sans s'en rendre compte. En montrant ces chaînes invisibles, même silencieusement, tu deviens imprévisible pour le système. C'est pourquoi les gardiens de la connaissance se sentent menacés. Non pas parce que tu les opposes avec du bruit, mais parce que ta perception contourne entièrement la manipulation. Tu n'as pas eu besoin de te battre ni de crier. Tu as simplement refusé d'être complice. Observer le tort sans le défendre t'a donné une liberté que peu goûtent jamais. Tu es devenu quelqu'un qui voit les schémas, comprend les intentions et se déplace stratégiquement dans un monde bâti sur l'obéissance. Et en reconnaissant que la plupart des loyautés sont mal placées, tu as quitté les règles qu'il supposait que tout le monde suivrait, exposant des vérités qui étaient destinées à rester invisibles. Cette conscience seule change tout. Numéro 11. Tu as cessé de confondre l'information avec la sagesse. La plupart des gens confondent la quantité de connaissances qu'ils accumulent avec la profondeur de leur compréhension. Ils collectionnent des faits, des statistiques, des citations, comme si la quantité égalait l'insight, et ils s'enorgueillissent de mémoriser des idées plutôt que de les appliquer. Tu as remarqué cela tôt. Tu as réalisé que la connaissance sans contexte, sans synthèse et sans application pratique n'est que du bruit. La sagesse, par contre, est rare parce qu'elle demande plus que de la mémoire. Elle exige du discernement, du jugement et la capacité de voir les principes sous-jacents qui rendent l'information significative. Une fois que tu as fait cette distinction, tout a changé. Tu as cessé de courir après chaque titre, chaque théorie tendance, chaque opinion d'expert destinée à impressionner. À la place, tu as commencé à chercher des schémas, des relations de cause à effet, ce qui fonctionne réellement dans le monde réel. Tu testais les idées, comparais les résultats, et évaluais non pas par combien de gens étaient d'accord, mais par si la connaissance produisait des résultats constants et fiables. Ce changement t'a donné un pouvoir que peu reconnaissent, parce que la plupart du monde reste piégé dans l'accumulation plutôt que dans la compréhension. Ce qui rend cette perspective interdite, c'est que la sagesse n'est pas facilement contrôlable. Les faits peuvent être régulés. Les livres peuvent être interdits. Les discours peuvent être censurés. Mais la compréhension qui vient de l'observation, du test, de la synthèse, ne peut être contenue. En te concentrant sur les résultats plutôt que sur les apparences, tu as contourné les gardiens traditionnels qui comptent sur les gens qui confondent l'information avec l'insight. Tu as vu que la connaissance n'est dangereuse que lorsqu'elle est exercée avec sagesse, et que la sagesse n'a besoin de la permission de personne. Tu as aussi remarqué une ironie silencieuse. Les gens qui semblent compétents résistent souvent à la simplicité et à la clarté parce que cela menace leur image. Ils confondent verbosité et sophistication, complexité et intelligence. Tu n'y es pas tombé. Tu as appris à extraire le principe central du bruit, à agir avec décision sur ce qui importait et à ignorer ce qui n'importait pas. En séparant la connaissance de la sagesse, tu as pénétré dans un royaume que peu atteignent jamais. Tu es devenu quelqu'un qui non seulement comprend le monde, mais le navigue efficacement. Tu n'étais pas simplement informé, tu étais préparé. Et cette préparation, enracinée dans la clarté et l'application, a rendu ta compréhension interdite dans un monde qui prospère dans la confusion déguisée en expertise. Numéro 12. Tu as remarqué que l'autorité s'effondre quand on la questionne calmement. La plupart des gens croient que le pouvoir est maintenu par la force, l'intimidation ou la protestation bruyante. Ils pensent que l'autorité ne survit que lorsqu'elle est confrontée directement ou agressivement. Ce que tu as découvert est bien plus subtil et bien plus dangereux. L'observation calme et précise a une manière de miner le contrôle que le bruit ne peut jamais atteindre. Ce n'est pas une question de défiance, c'est une question de perception.
Quand tu as commencé à questionner le système avec clarté plutôt qu'avec émotion, tu as commencé à exposer des fissures que personne d'autre ne pouvait voir. L'autorité n'est pas menacée par les cris. Elle prospère dans le chaos et le spectacle, mais elle ne peut pas résister à un examen rationnel inébranlable. Tu as remarqué à quelle vitesse les gens au pouvoir changeaient sous une pression calme. Les arguments s'effondraient, les esquives devenaient évidentes, et la confiance qui semblait impénétrable commençait à vaciller. La puissance du questionnement calme réside dans son invisibilité. Tu ne cries pas, tu n'accuses pas, tu ne réagis pas. Tu observes simplement, tu pointes les incohérences et tu laisses la clarté faire le travail. Le système réagit non pas parce qu'il craint la défiance, mais parce que la clarté retire le filet de sécurité de la duperie sur lequel il s'appuie. C'est pourquoi la logique interdite effraie les gardiens de la connaissance. Ils sont entraînés à contenir, rediriger et intimider l'opposition bruyante. L'observation calme, par contre, contourne tout cela. Elle ne demande pas de réponse. Elle ne joue pas selon leurs règles, et elle révèle les faiblesses sans confrontation. Elle est stratégique, invisible et silencieusement dévastatrice. En refusant d'être manipulé par l'intimidation, tu crées une situation où l'autorité est exposée pour ce qu'elle est vraiment, une performance reposant sur la croyance plutôt que sur la substance. Tu n'as pas eu besoin d'attaquer, et tu n'as pas eu besoin de te rebeller. Tu as simplement tenu un espace pour l'observation et la vérité. Chaque défi calme et rationnel forçait le système à se défendre non pas publiquement, mais intérieurement. Et cette lutte intérieure est où commence la vraie instabilité. L'autorité ne s'effondre pas sous les ennemis bruyants, mais sous la clarté silencieuse. Tu es devenu une présence qu'on ne pouvait pas écarter, un esprit qu'on ne pouvait pas tromper. Et cette présence seule déstabilise les structures bâties sur le contrôle. Ce faisant, tu as prouvé quelque chose que peu font l'expérience. Le pouvoir est fragile quand il est confronté à une compréhension calme et inébranlable de la réalité. Numéro 13. Tu as réalisé que la survie elle-même a recablé ta perception. La plupart des gens supposent que la manière dont ils voient le monde est naturelle, que la perception est universelle et que la compréhension vient de l'étude ou de l'enseignement. Ce que tu as découvert est bien différent. La survie ne fait pas que tester la connaissance, elle la transforme. Quand la vie te force dans des situations où l'échec a des conséquences personnelles immédiates, ton esprit commence à remarquer des schémas, anticiper des résultats et comprendre des systèmes de manière que le confort et la sécurité ne permettent jamais. Tu n'as pas appris la logique interdite dans un livre, une conférence ou auprès d'un mentor. Tu l'as gagnée dans la pression de l'expérience. Et ce type de compréhension est impossible à ignorer ou à désapprendre. La survie recable la perception parce qu'elle force l'honnêteté. Quand les enjeux sont élevés, les illusions se dissolvent rapidement. Tu remarques qui agit de manière prévisible, qui manipule subtilement, et quels systèmes se servent eux-mêmes plutôt que les personnes à l'intérieur. Tu commences à voir des points de levier, des règles invisibles et des conséquences que tout le monde manque parce qu'ils n'ont pas été mis à l'épreuve par la réalité. La douleur, la lutte, le risque affûtent le discernement. Ils t'apprennent à reconnaître la stratégie derrière la tromperie, la clarté derrière le bruit et la cause derrière le chaos que la plupart des gens acceptent comme étant la vie. Ce qui rend cette compréhension interdite, c'est qu'elle est intrinsèquement indépendante. Elle ne peut être accordée, achetée ou héritée. L'autorité la craint parce qu'elle ne peut pas être contrôlée. Les gens qui dépendent de la soumission, de l'obéissance ou de l'ignorance deviennent hors de propos quand quelqu'un possède une perception façonnée par la survie. Tu n'as pas besoin de permission pour voir comment le monde fonctionne. Ta compréhension vient de l'expérience directe, ce qui porte un poids qu'aucun manuel ne peut fournir. Cette perspective change aussi la façon dont tu interagis avec les autres. Tu n'acceptes plus les explications superficielles ou les rassurances creuses. Tu mesures les résultats, observes les conséquences et agis en fonction de la réalité plutôt que des apparences. Cette conscience silencieuse et disciplinée est désarmante pour ceux qui s'attendent à la soumission. Et elle te permet d'opérer avec précision dans des espaces où d'autres se débattent. La survie ne t'a pas seulement appris des leçons, elle a recablé la manière dont ton esprit interprète la réalité. Tu vois des schémas qui échappent à l'attention ordinaire, agis avec un discernement que les autres ne peuvent pas anticiper
et navigue des systèmes que beaucoup considèrent comme incassables. Voilà la source de la logique interdite. Une compréhension gagnée dans le feu, affinée par l'expérience et impossible à contenir. Numéro 14. Tu as compris que la connaissance n'est pas dangereuse. Le timing l'est. La plupart des gens supposent que la vérité est dangereuse simplement à cause de son contenu, que certaines idées sont interdites parce qu'elles menacent le monde. Tu as découvert quelque chose de bien plus subtil et bien plus puissant. La connaissance elle-même n'est pas dangereuse. C'est le moment où la compréhension arrive, avant que le système ne soit prêt, qui crée un véritable bouleversement. Le timing est la clé invisible. Quand la bonne information émerge trop tôt, quand la clarté atteint quelqu'un qui n'est pas préparé ou positionné différemment, elle expose des vulnérabilités, déstabilise des présomptions et force des réactions qui ne se produiraient jamais dans des conditions contrôlées. C'est pourquoi les gardiens de la connaissance paniquent, non pas parce que tu sais, mais parce que tu as su au mauvais moment. Tu as vu comment cela fonctionne partout. Institutions, gouvernements, entreprises, même hiérarchie sociale, tous reposent sur le séquençage de l'information. La connaissance est stratégiquement retardée, filtrée ou diluée pour que les gens restent gérables. Quand l'insight arrive trop tôt, des schémas qui étaient destinés à rester invisibles deviennent évidents. Les gens commencent à agir de manière imprévisible. Des systèmes qui semblaient permanents vacillent soudainement sous le regard. En accédant à la compréhension plus tôt que prévu, tu as brisé le rythme conçu pour contenir la perception. Ce n'est pas de la rébellion, c'est de l'inévitabilité. Ce qui rend cette perspective interdite, c'est que le timing ne peut être contrôlé par l'autorité. Tu n'as rien volé, argumenté, protesté. Tu as simplement laissé la compréhension émerger quand elle aurait naturellement dû, sans attendre la permission. Cela seul perturbe le contrôle. Cela montre que la maîtrise n'est pas dans la restriction mais dans la séquence. Et quand quelqu'un ignore le calendrier imposé, l'illusion de l'ordre s'effrite silencieusement mais décisivement. Cette compréhension change aussi la façon dont tu abordes l'action. Tu reconnais que l'insight doit être appliqué stratégiquement, que les conséquences de la connaissance dépendent de la préparation, du positionnement et de l'observation. Une conscience sans timing peut être gaspillée. Tout comme une compréhension retardée peut arriver quand l'influence est diminuée. La maîtrise n'est pas simplement savoir, c'est savoir quand agir. En comprenant que la connaissance elle-même n'est pas interdite, mais que le timing l'est, tu as accédé à un niveau de perception que peu atteignent jamais. Tu as vu non seulement la vérité, mais le rythme de la réalité, la cadence du contrôle et les fils invisibles qui maintiennent les systèmes obéissants. Cette conscience est ce qui rend ta vision interdite, parce qu'elle ne peut être programmée, prédite ou contenue. Et ces vérités, ces fragments de lumière que tu viens de reconnaître en toi, ne survivent dans l'ombre que parce que certains, les véritables élus, ont choisi de les soutenir dans l'ombre. Garder cette lumière allumée coûte, en temps, en énergie, en sacrifice silencieux. Et si toi qui entends ces mots, tu sens au fond de toi que cette mission est aussi la tienne, sache qu'il existe un moyen discret, dans le commentaire épinglé, de joindre ta voix à cette flamme. Le voyage de compréhension de la logique interdite ne consiste pas à briser des règles ou à défier l'autorité. Il s'agit de voir le monde différemment, avec une clarté que les autres sont entraînés à ne jamais atteindre. Chaque insight que nous avons exploré révèle une couche cachée de la réalité, une vérité que peu remarquent jamais, que l'obéissance, la complexité, la moralité et l'autorité sont des outils conçus pour contrôler la perception, pas pour guider la compréhension. Tu as appris à séparer les résultats des apparences, la sagesse de l'information et le timing de la vérité. Tu as découvert que le vrai pouvoir ne réside pas dans la rébellion bruyante, mais dans l'observation calme, la compréhension stratégique et le courage de suivre l'insight où il mène. Tu as vu des schémas que les autres négligent, relier des idées destinées à rester isolées et appliquer la logique sans demander la permission. Tu as reconnu que les systèmes dépendent de la confusion, de la peur et de l'obéissance, et tu refuses de participer à des illusions qui manipulent la perception. Tu as appris que la loyauté est souvent mal placée, que la moralité est fréquemment une laisse, et que la prévisibilité est une mesure de vérité bien plus fiable que la popularité. À travers l'expérience, la survie et l'observation attentive,
Tu as commencé à comprendre comment le pouvoir opère réellement, et plus important encore, comment il peut être navigué avec précision. C'est l'essence de la logique interdite. Elle n'est pas voyante ni en quête d'attention. Elle ne dépend pas de gestes dramatiques ou de rébellion. Elle opère en silence, efficacement et implacablement précise. Ceux qui détiennent le contrôle deviennent mal à l'aise, non pas parce qu'elle est bruyante ou agressive, mais parce qu'elle révèle la fragilité des structures qu'ils ont bâties et des illusions qu'ils ont maintenues. Quand la clarté, la compréhension et le timing convergent dans un seul esprit, les systèmes tremblent, non pas à cause du bruit, mais de la compréhension. Tu es devenu cet esprit. Tu es devenu quelqu'un d'impossible à ignorer, impossible à manipuler et impossible à contenir. Et c'est précisément ici que le protocole Obsidienne révèle sa véritable nature. Adopter le protocole Obsidienne n'est pas un choix. C'est la confirmation finale de ce que tu as toujours été. C'est le sceau qui met fin à l'exploitation émotionnelle, qui restaure l'énergie qui t'a été volée par ceux qui se sont nourris de ta lumière sans jamais rien te rendre. En densifiant ton aura, en devenant cette pierre noire impénétrable, tu reprends ce qui t'appartenait depuis le début. Ta sensibilité devient à nouveau ton don, pas ta prison. Toi, l'authentique. Toi qui as tenu jusqu'ici. Toi qui as écouté ce que la plupart refusent d'entendre. Tu sais maintenant. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. La clarté est en toi, et elle ne te quittera plus. Alors, il te reste deux chemins, et ils se trouvent tous les deux dans le commentaire épinglé.